On a un tableau vraiment tendu, à Noisy-le-Sec. Oui, très. On a un candidat qui crie à l'intimidation organisée, des réponses d'élus jugés désinvoltes face à des problèmes réels, l'utilisation de causes internationales dans le jeu politique local, Mhm. des blocages apparents sur la participation citoyenne. Et le maire lui-même qui se fait rappeler à l'ordre par la justice. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans des documents qui nous viennent de Noisy-le-Sec. On est début octobre 2025 et l'ambiance politique a l'air déjà bien tendue. Ah oui, et ça, plusieurs mois avant les élections municipales prévues en mars 2026. Exactement. Les sources qu'on a, elles parlent de friction, d'accusations assez lourdes, de rappels à l'ordre. Ça implique des élus, des candidats, même des citoyens. Bref, ça semble assez électrique. Alors, pour y voir plus clair, on a quoi? On a des articles d'un site local, 93130.com. C'est signé par un certain François Duarte, qui se présente comme observateur, lanceur d'alerte. Mhm. On a aussi une analyse un peu méta d'un de ces articles sur sa structure narrative, et puis des échanges de mails assez vifs entre habitants, collectifs et la mairie. Et il y a aussi les réseaux sociaux, j'imagine. Oh et voilà, des publications d'élus et même du maire, donc une matière assez riche. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça, comprendre ces tensions, voir ce qu'il y a derrière les accusations d'intimidation, comment les gens réagissent. Et ce que ça dit au fond sur la démocratie locale là-bas et la responsabilité de chacun, quoi. C'est ça. Alors, on commence par où? Peut-être par ce nouveau candidat, Olivier Deleu? Oui, bonne idée. Il vient d'annoncer sa candidature et apparemment ça réagit fort. Ah oui, pratiquement tout de suite, il sort une vidéo. Et le ton, il n'est pas léger. Il parle d'un torrent de haine, de mise en cause personnelle, d'injures publiques, de manipulation. C'est direct. Carrément. Et il vise qui précisément? Il cible, je cite encore, des élus de la majorité et des collaborateurs très proches du maire. Il les accuse de barbouzerie politicienne. Barbouzerie, le mot est lâché. Ça évoque des méthodes un peu souterraines, non? C'est ça. Et le fait que ça sorte si vite, ça montre que le climat devait déjà être assez dégradé, comme le suggèrent les sources. Oui, ça pose d'emblée une atmosphère décrite comme délétère. On sent que ça ne part pas de zéro, cette tension. Et Deleu, il fait quoi face à ça? Il dit vouloir rester sur les projets, tranquillement, mais en même temps, il lance une alerte. Sur quoi? Sur le risque que le débat démocratique soit confisqué. Et il soulève une question éthique, on peut dire. Ah oui? Laquelle? L'utilisation supposée de l'argent public. Il se demande si ces élus, ces collaborateurs, utilisent les moyens de la mairie, donc nos impôts, pour mener ces barbouzeries contre lui. Ah, la fameuse question de l'usage des ressources municipales. C'est un classique, surtout en période préélectorale, ça. Exactement. Est-ce que le temps de travail des agents est utilisé à des fins politiques? Les moyens de com de la ville? C'est ça qui est sous-entendu, même si les preuves, elles ne sont pas détaillées là. Oui, c'est souvent une zone grise qui alimente les soupçons, forcément, et les tensions. Alors, restons dans la majorité. Un autre exemple. Flo Lacaille-Albigès, un élu, il est interpellé sur des trucs concrets là. Oui. D'abord, un ancien terrain Décathlon. Apparemment, c'est devenu une décharge à ciel ouvert, avec des rats, tout ça. Pas terrible. Classique problème de friche urbaine. Et l'autre point? L'autre point, c'est la possible fermeture du magasin Auchan. Là, c'est plus sérieux pour l'emploi, l'attractivité. Ah oui, Auchan, c'est un gros employeur souvent. Et les sources font un lien, c'est ça? Oui, l'observateur, Duarte, il suggère un lien avec des relations tendues entre la mairie et le groupe Mullier. Mullier, qui possède Auchan, mais aussi l'ancien terrain Décathlon, si je comprends bien. Hein. C'est ça. Et tout ça dans un contexte où Mullier serait en pleine restructuration nationale. Ce qui pourrait les amener à vendre des magasins, même rentables. Oui, je vois. L'idée, c'est que le climat local pourrait jouer. Voilà. Et face à ces inquiétudes, la réponse de l'élu Lacaille-Albigès, telle qu'elle est rapportée, c'est une blague. Une blague. Oui. Il aurait dit « Inventer une session imaginaire pour critiquer un autoritarisme fictif. Comme on dit, et si ma grand-mère avait des roues, ce serait une bicyclette. » Ah ouais. Assez léger comme réponse, face à des préoccupations sur l'emploi et la salubrité. C'est ce que soulignent les sources, ce contraste. Surtout qu'elle rappelle des vidéos plus anciennes du maire Olivier Sarabérouz, qui, lui, semblait beaucoup plus abelliqueux envers Mullier. Ah, ouais. Oui, il parlait même d'une astreinte de 1 000 € par jour pour les forcer à nettoyer le terrain Décathlon.
D'accord. Donc on a d'un côté une réponse jugée désinvolte et de l'autre une posture très dure de la municipalité envers le même acteur économique. C'est ça le décalage pointé. Exactement. Et l'analyse, c'est que ce style politique, qualifié d'autoritaire par les critiques, pourrait avoir des conséquences. Si Auchan fermait, même pour des raisons nationales, un conflit local, ça n'aiderait pas, quoi. Non, c'est sûr. Ça pourrait même être perçu comme un facteur aggravant ou en tout cas qui ne facilite pas une issue positive pour la ville. On voit le genre de tension, et que ça monte encore d'un cran avec un autre cas, celui de Zakaria Ben Amra, adjoint au maire. Là, on touche à des sujets plus sensibles. Mhm. Autour du 22 septembre 2025, il y a une publication Facebook qui lui est attribuée. C'est juste après que la France ait annoncé reconnaître l'État de Palestine. Oui, le timing est important. Et M. Benamra utiliserait cette annonce pour attaquer deux opposants, Jean-Paul Lefebvre et Olivier Deleu, le candidat dont on parlait. D'accord. Et quels sont les reproches d'après les sources? Alors, pour Lefebvre, c'est de ne pas avoir voté une subvention de 2 000 € pour Médecins du Monde à Gaza en février 2024. Ben Amra l'accuserait d'avoir hiérarchisé les morts pour des raisons civilisationnelles et d'avoir assimilé défense de la Palestine et antisémitisme. C'est violent comme accusation. Oui, c'est extrêmement grave comme propos rapporté. Et pour Dulcio? Pour Dulcio, c'est autre chose. C'est l'accusation d'opportunisme, un intérêt soudain pour la cause palestinienne juste avant les élections. Ah, le coup de l'intérêt électoraliste. Voilà. Benamra rappellerait ses votes passés, jugés pas favorables, et sa participation à un meeting d'un ministre d'extrême droite qui avait interdit le drapeau palestinien dans les mairies. Donc là, c'est l'incohérence qui est visée. D'accord. C'est une attaque sur deux fronts, avec des angles différents. Mais les sources s'arrêtent là? Non, justement. Elle présente aussi la réponse, la contre-argumentation, attribuée à François Duarte. Et elle est tout aussi directe. Ah. Et que dit cette réponse? D'abord, elle minimise la fameuse subvention de 2 000 €. Ramenée au budget de la ville 90 millions et sur 4 ans, Duarte calcule que ça fait 0,002%. Il qualifie ça d'aumône dérisoire. Histoire de dire que l'indignation de Ben Amra serait un peu... Disproportionné. C'est l'idée, oui. Et il ne s'arrête pas là. Il y a d'autres points. Oui. Il accuse Ben Amra d'indignation sélective. Pourquoi tant de bruit pour Gaza et moins pour l'Ukraine, par exemple? C'est la question posée. Et surtout, l'accusation principale, c'est l'instrumentalisation. Utiliser la cause palestinienne si douloureuse pour des règlements de comptes purement locaux. Ce qui est une critique assez fréquente en politique locale, malheureusement, sur ce genre de sujets internationaux. Tout à fait. Il y a même une pique un peu technique. Il suggère que Ben Amra aurait utilisé ChatGPT pour écrire ses posts. Ah oui, pour insinuer un manque d'authenticité peut-être. Sans doute. Et enfin, la réponse rappelle la fonction de Ben Amra adjoint à la cohésion sociale. La question sous-jacente, c'est est-ce son rôle de jeter de l'huile sur le feu comme ça? C'est une vraie question éthique, en effet. Importer un conflit international pour diviser localement, surtout quand on est en charge de la cohésion, ça interroge. Absolument. Et on le rappelle, on rapporte les arguments des uns et des autres tels qu'ils sont dans les documents sans prendre parti. Mais ça montre une polarisation. Extrême, oui. Et cette polarisation, elle semble toucher aussi le fonctionnement démocratique lui-même, si on suit les autres sources. Oui. Vous pensez au conseil de quartier? Les documents disent qu'il serait supprimé, annoncé par un simple mail. C'est ça. La fin d'un espace de dialogue direct, potentiellement. Et puis, il y a cette histoire au conseil municipal du 2 octobre, des refus de prise de parole. Oui, le maire aurait refusé à des gens de s'exprimer en début de séance. 2 cas sont détaillés. Le premier, c'est François Duarte, l'observateur dont on a déjà parlé. Oui, lui, il voulait faire quoi au fond du champ? Il voulait lancer un appel au calme démocratique, vu le climat, et annoncer une charte de bonne conduite pour son blog, pendant la campagne. Assurer un traitement neutre, quoi. Une démarche qui se voulait plutôt constructive, d'après ce qu'il écrit. C'est ça. Et le deuxième cas refusé? C'est un collectif, Grain d'Espoir. Eux, c'était très concret. Ils alertaient depuis des mois sur la situation d'une habitante, Madame Fatma Kabak. Une situation jugée critique. Oui, il craignait une rupture de sa prise en charge sociale fin septembre. Et il reprochait à la mairie une certaine inaction, malgré des promesses, selon eux. Et les mails montrent leur frustration. Ah oui, ça monte, ça monte. Il compare même l'énergie mise par la mairie à interdire le film Barbie, l'été d'avant, avec le manque d'action perçu pour cette dame. Le contraste les choque. Et la mairie justifie ses refus comment? Le motif officiel, donné par le cabinet du maire par mail, c'est que ça ne répondrait pas aux critères d'intérêt local de l'article 18.1 du règlement intérieur. L'intérêt local? Oui,
Et c'est là que l'analyse des sources devient intéressante. Qui décide de ce qui est d'intérêt local? Le maire a un pouvoir d'appréciation assez large. Donc, parler d'éthique démocratique en campagne, c'est pas d'intérêt local. Alerter sur une situation sociale urgente, non plus. C'est la question que posent implicitement les demandeurs et l'analyse. Est-ce une façon d'éviter les sujets qui fâchent? C'est ce que ça peut laisser penser. Surtout que le collectif Graines d'Espoir, face au refus, a eu une réaction assez forte, non? Oui, le dernier mail est assez brut. Sentant la porte fermée, ils écrivent qu'ils viendront peut-être bordéliser la séance. Carrément. Ils empruntent le terme à LFI, volontairement. Ça montre leur exaspération et le sentiment d'être dans une impasse. Et ça illustre aussi comment un refus de dialogue peut mener à une radicalisation des actions. Le tableau est déjà bien sombre, mais il manque une pièce maîtresse, non? Le maire lui-même, Olivier Sarabérouz. Oui, et lui aussi il se prend un rappel à l'ordre. Mais là, ça vient d'en haut, de l'État. Ah, racontez. Fin septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil ordonne à la mairie de retirer une fresque. Et le tribunal avait été saisi par le préfet de Seine-Saint-Denis. Le représentant de l'État, donc. Quelle fresque? Pourquoi? C'était une fresque sur le fronton de la mairie, faite en juin 2024 avec des habitants. Elle montrait des drapeaux palestiniens et congolais et le texte « Vivre en paix en Palestine et partout ailleurs ». Et le problème juridique, c'était quoi? La neutralité des bâtiments publics. En France, on ne peut pas mettre de drapeaux étrangers ou de messages politiques comme ça sur une mairie. C'est un principe assez strict. D'accord, et le maire y réagit comment? Il annonce sur Facebook qu'il a fait enlever la fresque, il prend acte, mais il lie ça à la reconnaissance récente de l'État de Palestine par la France. Il dit qu'avant, personne n'avait rien dit, pas de recours, rien. Il maintient sa solidarité et dit qu'il trouvera un autre endroit pour la fresque. C'est intéressant comme communication. Et l'analyse des sources, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle voit ça comme le point d'orgue de la série des rappels à l'ordre. Le maire, l'autorité locale suprême, est recadré par la justice sur demande de l'État. C'est présenté un peu comme la preuve que nul n'est au-dessus des lois, même un maire, et que les institutions, le préfet, la justice, jouent leur rôle de contre-pouvoir. Pour faire respecter des principes fondamentaux comme la neutralité ici. Exactement, un principe qui vise à garantir l'égalité de traitement des citoyens, quelles que soient les opinions affichées sur les murs de la République. Bon, alors, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qui ressort? On a un tableau vraiment tendu, à Noisy-le-Sec. Oui, très. On a un candidat qui crie à l'intimidation organisée, des réponses d'élus jugés désinvoltes face à des problèmes réels, l'utilisation de causes internationales dans le jeu politique local, des blocages apparents sur la participation citoyenne. Et le maire lui-même qui se fait rappeler à l'ordre par la justice. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et les documents, quand on les lit ensemble, ils pointent des choses récurrentes, selon les critiques citées. Un style de gouvernance jugé autoritaire, peu ouvert à la contradiction, des tentatives, toujours selon ces sources, de mettre sur la touche, voire d'intimider les voix critiques. Et une tendance à instrumentaliser un peu tout, non? Un terrain vague, la Palestine, le règlement du Conseil. C'est ça, tout peut devenir une arme politique ou électorale. C'est l'impression qui se dégage de ces lectures critiques. Du coup, pour quelqu'un qui découvrirait Noisy-le-Sec à travers ces documents, qu'est-ce que ça nous apprend au final? Ça montre de façon assez directe les frictions possibles entre la politique pure, la conquête du pouvoir. Et le respect des règles du jeu démocratique et républicain. Voilà. Et aussi le rôle crucial de la communication qui devient un champ de bataille. Et puis l'importance de la vigilance des citoyens, des médias locaux, même un blog. Et des contre-pouvoirs comme le préfet ou la justice. Exactement. C'est un peu une étude de cas local sur l'état de la démocratie municipale quand les choses se tendent. Donc pour résumer, ce qu'on garde de cette exploration, c'est l'image d'une ville où la période préélectorale s'annonce vraiment agitée. Oui, une atmosphère lourde, marquée par ces rappels à l'ordre successifs, qu'ils viennent des citoyens, des opposants ou de la justice elle-même. Et il y a peut-être une dernière pensée qui émerge de tout ça. Oui, en fait, il y a un fil rouge qui traverse un peu tous ces textes. C'est la question de l'égalité de traitement, de la cohérence. C'est-à-dire? Que ce soit la neutralité des bâtiments publics, que le tribunal a rappelé, ou que ce soit la fraternité républicaine que Duarte a interrogée dans sa demande de parole refusée. Ah oui, il demandait si le maire serait aussi attentionné envers la communauté juive pour Yom Kippour qu'il l'avait été pour les musulmans pendant le Ramadan. Voilà. Et sans juger le fond, cette question, elle touche à quelque chose d'essentiel. La perception. La perception de l'impartialité. Exactement.
Qu'est-ce qui se passe pour la confiance, pour le vivre ensemble, quand le sentiment s'installe à tort ou à raison, peu importe ici, que les grands principes sont appliqués différemment, À géométrie variable. en fonction des communautés, des opinions politiques, du moment? C'est ça. Et cette interrogation sur l'impartialité perçue de l'action publique et ses effets sur la cohésion, elle dépasse largement le cas de Noisy-le-Sec. Vous voyez? Oui, c'est une question fondamentale en effet, qui nous laisse de quoi réfléchir. Et c'est sur cette réflexion qu'on va conclure notre analyse des documents sur Noisy-le-Sec aujourd'hui.